Regarde mes mains. L'année qui vient de s'écouler, cette année 43 fut bien la plus chargée. Chaque semaine, en plus des renseignements apportés de l'autre côté, 2 ou 3 passages de personnes à assurer. Si pour les renseignements, il passait seul la plupart du temps, lorsqu'il s'agissait de personnes à passer, on s'y mettait en général à 2 ou 3, voire plus. Ça dépendait du nombre de personnes à conduire, question de sécurité. Paul et lui, à la nuit tombée, s'étaient donc mis en route vers le lieu convenu. C'était quelqu'un de Frane, habitué à ce genre de transport, qui devait effectuer la livraison. La nuit était toute noire, quand le véhicule est arrivé et quand sont descendus les 3 passagers en question, c'est là que les 2 garçons ont pris peur. Ils étaient déguisés comme la Gestapo. Ils étaient déguisés, ils étaient habillés, disons. Mais cette nuit-là, c'était vraiment une nuit noire. Et puis on se méfiait toujours parce qu'on ne savait pas qui on amenait, on ne savait jamais qui on passait. Ça aurait pu être des Allemands, ça aurait pu être la Gestapo, qui se soit fait passer pour des gens recherchés, puis qui voulaient passer en Suisse, et puis qui auraient grillé le réseau. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui leur était venue à tous les 2 en même temps. Ils sont là. Faut maintenant qu'on s'en débarrasse au plus vite. C'est la réponse qui avait été donnée par Bernard, et rapidement s'était mis légèrement à l'écart des 3 hommes, attendant le signal du départ. Une stratégie avait été élaborée, ils ne resteraient pas groupés. Moi je suis parti devant, je suis parti le premier avec le plus jeune, puis le copain, le Paul, est resté un peu en arrière avec le deuxième, puis on s'est retrouvés ici. Mais d'habitude, quand on passait le mur, on disait aux gens, ce coup-là, vous pouvez respirer, vous êtes en Suisse. Mais eux, on ne leur a pas dit à ces 2-là. On les a amenés jusque-là, puis même plus bas, avant de leur dire. Parce qu'on a dit jusqu'au mur, ils sont capables de nous arrêter, tandis qu'une fois en Suisse, on leur a dit 1 kilomètre, vous êtes en Suisse, ce coup-là, vous êtes tranquille. Bon, ben on savait, c'était des gars de la résistance de Besançon. En hiver, quand ils voyaient des traces de ski, des fois, ils allaient voir les traces où elles allaient. C'est pour ça que nous, en hiver, on préparait nos sorties de nuit. On faisait des montées, des descentes, et puis le soir, on partait sur ces traces-là. Alors, ils étaient habitués à voir des traces, et puis ils n'allaient pas toujours voir. Avec les élèves, on se posait la question des choix dans l'existence. Et ils m'ont dit, mais Bernard Bouvray, il pouvait choisir d'entrer dans la milice. Il n'a pas choisi de le faire. Oui, Et là, oui j'ai eu le choix un jour. Avec, quand ils m'ont proposé ça, ils me proposaient de libérer mon père. Ça donne à réfléchir. C'est un choix à faire, mais je l'avais fait au départ déjà. Et puis, j'aurais jamais osé me remontrer à Chapelle si j'avais porté l'habit vert. C'est là qu'ils m'ont dit que j'irais travailler en Allemagne, et puis comme ils mettaient des affiches, il y avait de la propagande pour aller travailler en Allemagne, je leur ai dit que c'était bien d'aller travailler en Allemagne. Sur les wagons qui nous emmenaient, c'était marqué en gros terroriste, grosse terroriste. Et en arrivant en Allemagne, il y avait des femmes et des enfants, il n'y avait pas d'hommes. Quand on est allé depuis la gare au camp, on était 2000, on était accompagnés par nos gardiens, nos sentinelles qui marchaient de chaque côté, puis qui faisaient desserrer les gens pour pas qu'ils nous approchent de trop près parce qu'on était des pestiférés, et puis ils leur disaient qu'on était des terroristes. Alors des gamins comme ça, quand on leur dit qu'on est des bandits, des terroristes, eh bien, ils nous jetaient des pierres. Des gamins comme ça, ils nous jetaient des pierres. Les femmes, j'en ai point vu nous jeter des pierres, je n'ai pas vu, mais qu'est-ce qu'elles pensaient, je ne sais pas. Elles n'empêchaient pas leurs gamins de le faire. Eh bien, elles n'empêchaient pas les gamins de le faire, non. On dit toujours Dachau, mais j'étais à Alac. Je suis arrivé à Dachau, mais Dachau c'était un camp où les prisonniers arrivaient de tous côtés, qui étaient rassemblés là, polonais, russes, tchèques, yougoslaves, il y avait toutes, je ne sais plus combien de nationalités. Alors les patrons d'usines, les patrons d'entreprise, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre, puisqu'il n'y avait pas d'Allemands, ils venaient demander au chef de camp, ils voulaient 100 bonhommes, 200 bonhommes, et puis le chef de camp lui comptait 200 bonhommes comme on compte des moutons, et puis on partait pour aller au boulot. À l'usine. À l'usine, oui. Vous avez insisté pour travailler avec votre père. On ne pouvait pas tous s'asseoir. On était obligés d'être debout jusqu'au soir.
Et puis moi j'ai tout fait là-bas, je ne pouvais pas. J'ai dit à mon père, oh ben s'ils viennent chercher, moi je me mets sur les rangs. Puis mon père ne voulait pas. Il ne faut jamais être volontaire. Moi j'ai dit, tu fais comme tu veux ce coup-là, moi je m'en vais, je fous le camp. Et puis quand il a vu que je tenais tête, il est resté vers moi. Et puis on a été pris dans les 200 qui venaient chercher. Ils nous ont emmenés à Lac, c'est un commando tout près. Et puis on a bien réussi parce que nous on a travaillé à l'usine, donc on était déjà à l'abri. On avait, je ne sais pas, une trentaine de blocs à Lac. Dans chaque bloc, le bloc c'était une grande baraque où on était à peu près 300 par bloc. Il y avait une stube, une chambre à l'entrée, qui était la chambre du chef de bloc et du Schreiber. Et puis après, il y avait la grande pièce du bloc où on était à peu près 300. Et puis au fond, il y avait la même pièce qui était les capots. C'est-à-dire les capots, il y en avait 10, 12, des fois 15. Ils avaient leur pièce à eux parce qu'ils avaient un régime spécial. Ils avaient un brassard, ils avaient une gamelle de soupe de plus. Et puis, ils pouvaient nous tuer. Les Allemands ne voulaient rien leur dire. C'était un de moins. Ils avaient le droit de vie sur nous. On couchait dans des chalets. C'est des lits à étages en planche. Avec 3 étages? 3 étages, oui. On couchait dans des sacs en papier à Dachau. Et puis on était obligé de coucher tête bêche. Parce qu'on ne pouvait pas tous se mettre 300, puis on était 900. Ce qui est impressionnant quand on lit le livre, et puis quand vous parlez, c'est leur volonté de l'ordre, de compter. Oui, oh là là. Quand il y avait l'appel tous les matins, tous les soirs, on était comptés. À la sortie du bloc, on était comptés sur la place d'appel. On rentrait de l'usine, donc on avait appel en rentrant. On avait appel au bloc, et puis après l'appel, on avait droit à la soupe, mais ceux qui étaient de Strafarbeit, ils avaient encore 1 heure de travail avant de toucher leur soupe. Et il fallait encore se mettre en rang ailleurs, et puis c'est là qu'il y avait encore des saloperies de capots qui nous cognaient dessus, qui nous en faisaient baver toutes les couleurs pendant 1 heure. Moi j'avais chopé 15 jours de Strafarbeit parce que j'avais un copain qui était à l'infirmerie, je lui ai porté son casse-croûte. Et puis, j'ai fait défendu. Puis il me dit, tu sais, tu devrais bien m'apporter mes pantoufles parce qu'il n'avait rien pour se chausser. Or, je suis revenu à la baraque, j'ai pris ses pantoufles, et puis quand je les lui ai portées, je me suis fait repérer par un capot. Il est allé au bureau du travail, puis il a donné mon numéro, et puis la semaine après, j'étais de Strafarbeit. Mais comment on pouvait, quand on voyait tout ça, garder envie de vivre, non? Il y a des moments... On devait avoir envie de tout lâcher, non? Oui, il y en a. Quand on est dans ces situations-là, on réagit différemment. Qu'est-ce qui faisait que vous avez tenu alors? Ce qui nous tenait, c'était quand même que les Américains avaient débarqué, puis qu'on attendait la libération un peu tout le temps. Et puis c'était en 1944 ça. Donc on pensait qu'il n'y en avait pas pour longtemps que les Américains, les Alliés, arrivent. Bon, ça nous a un peu trompé qu'ils restent en Alsace tout l'hiver sans rien faire. Là on a trouvé long, puis là il y en a tombé des gens. L'hiver c'était long, puis c'était un hiver dur. Et les premiers bombardements sur le camp de Dachau, ça a été quand? Le plus gros bombardement qu'on a vu, c'est la nuit du 25 janvier 1945, quand ils ont bombardé Munich. Ils ont alors vraiment massacré Munich. Presque toute la nuit, on a vu clair comme en plein jour. Ils nous avaient mis dehors. Moi, j'avais sorti ce coup-là parce que je ne sortais pas tout le temps. J'étais au baraque et puis ils nous avaient sortis, mais ils n'ont pas pu nous mettre dans les abris. On était complet baraque, puis on regardait. On entendait la DCA tirer, on entendait les bombes descendre, on entendait les vagues d'avions qui nous passaient au-dessus. On entendait quand ils arrivaient qu'ils étaient chargés, que les moteurs tiraient. On entendait quand ils avaient lâché les bombes qu'ils repartaient plus légers. Ah ben on distinguait tout. Hein. On était à quoi 10-12 km. On voyait clair comme en plein jour, mais là, le moral, il remontait un sacré coup. Ah oui, ben, ça je me rappelle, j'y vois encore. On est rentrés, nous, fin mai 1945. La France, notre région, était libérée depuis 6 mois à peu près. Les gens avaient tous repris leur boulot. Quand on est rentré, les gens nous ont posé des questions pour nous qui étaient presque des questions idiotes, mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on avait vécu.
ils ne savaient pas d'où on venait, et puis oui, salut, ça va, ou bien vous avez eu faim, des machins comme ça, qu'on sortait d'un enfer, et puis qu'on avait laissé beaucoup de camarades, et puis alors ça nous avait... Et puis, mais on avait été prévenus avant, parce qu'à Dachau, on avait l'évêque de Clermont-Ferrand qui était avec nous, c'était Monseigneur Piguet, et puis qui nous avait fait une messe à nous avant, là-bas, une fois qu'on était libérés. Puis dans son homélie, il nous avait dit de ne pas raconter ce qu'on avait vu parce que les gens nous prendraient pour des fous, qu'ils ne nous croiraient pas. Et puis à ce moment-là, on ne savait pas la réaction qu'on allait avoir, on ne pouvait pas dire quoi. Mais sitôt qu'on a été rentré, on a compris qu'il avait dit la vérité, que ce n'était pas la peine d'en parler, et puis on n'en parlait pas. Quand est-ce que vous avez commencé à en parler alors? Ce qu'il a fait, c'est que ça a commencé à aller dans les écoles. J'ai été demandé dans pas mal de lycées pour le concours de la résistance, surtout dans le Jura. Mais j'ai été dans le Doubs. C'est agréable quand on a des élèves qui écoutent. On se rend compte que ça les a intéressés, ça nous fait plaisir quand même. Ça suffisait pour que la pièce ne soit plus étanche et puis que l'huile perdait. Et puis c'est là qu'ils n'ont jamais trouvé la raison pour laquelle ces pièces étaient revenues. Bonjour Monsieur Bouvray, votre intervention au lycée a mis en couleur et donné corps à la résistance que l'on nous explique objectivement en classe. Vous l'avez fait sortir de nos manuels scolaires et vous lui avez donné une réalité juste par votre présence et votre témoignage. Oui, cela a bien eu lieu et est encore d'actualité. La résistance et les actes de résistance aujourd'hui sont difficiles à mettre en place car bien que les moyens de communication n'ont jamais été aussi nombreux, on nous assomme d'informations désastreuses sur le monde qui nous donnent envie de nous révolter, mais qui sont tellement nombreuses que nous sommes écrasés par ce poids, ce sentiment d'impuissance, et on abandonne avant d'avoir essayé de s'opposer à ces faits révoltants. Aussi, le fait de parler avec vous redonne espoir car vous avez réussi, et de nombreux autres, à rester un homme face à un des épisodes les plus noirs de l'humanité, le nazisme. Nous vous en remercions. Et nous vous considérons comme un modèle de résistance. Merci, monsieur.